Ici, la voix de l'Amérique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. On commence par les titres de ce journal. En premier cas de contamination du coronavirus confirmé au Nigeria et en Afrique subsaharienne, il s'agit d'un ressortissant italien travaillant au Nigeria et qui est revenu de son pays le 25 février dernier. Au Cameroun, les effets du coronavirus se font déjà ressentir dans le secteur commercial. Le Cameroun est l'un des pays africains qui importe le plus en Chine. Alors, le continent est-il prêt à affronter cette épidémie? Élément des réponses dans ce journal. Ici aux États-Unis, les démocrates de la Caroline du Sud voteront samedi dans le cadre des primaires. L'ancien vice-président Joe Biden, qui n'a encore remporté aucune primaire, compte sur le soutien des Afro-Américains pour sortir la tête de l'eau. Bonsoir. Un nouveau cas de contamination du coronavirus a été confirmé à Lagos, la capitale économique du Nigeria. Une première en Afrique subsaharienne, jusque-là apparemment préservée de l'épidémie mondiale. Ce nouveau cas de virus vient rappeler les peurs déclenchées pendant l'épidémie d'Ebola qui avait touché cette mégalopole de 20 millions d'habitants il y a 6 ans. Le ministre de la Santé, Osagie Ehanire, a assuré que le patient est dans un état clinique stable et qu'il était hospitalisé dans un centre spécialisé pour les maladies infectieuses de Lagos. Plus de détails avec Blanche Sanou. C'est dans ce centre spécialisé de Lagos que le premier cas confirmé du coronavirus a été admis. Le patient est stable. Chaque intervention de santé qui est nécessaire est actuellement en cours. Et nous pouvons dire que nous sommes prêts. Nous espérons simplement pouvoir mettre cela très rapidement derrière nous. Dès l'annonce de la nouvelle, les habitants de Lagos se sont précipités pour trouver des produits d'hygiène, mais le ministre de la Santé, Osagie Ehanire, tient à rassurer la population. Nous avons commencé à travailler pour identifier tous les contacts du patient depuis son entrée au Nigeria et même ceux qui étaient avec lui dans l'avion. Le ministre a précisé qu'il s'agissait d'un Italien travaillant au Nigeria où il est revenu depuis la ville italienne de Milan le 25 février. Pour le cas du Nigeria, la panique au sein des habitants se justifie par les douloureux souvenirs de 2014 lorsque le premier cas d'Ebola avait été signalé à Lagos. Mais finalement, seules 7 personnes sont décédées sur 19 contaminés. Face à cette épidémie du coronavirus, les autorités sanitaires nigérianes ont annoncé qu'elles s'étaient déjà préparées à faire face à une potentielle contamination. Nous avons la capacité d'accueillir des patients, près de 80 en ce moment, et nous élargissons au fur et à mesure le bâtiment. Au cours des prochains jours, s'il y a lieu, nous élargirons également l'installation pour être sûrs que nous pouvons recevoir plus de patients. Le Nigeria, pays le plus peuplé du continent avec près de 200 millions de personnes, souffre d'un système de santé fragile étant donné la très forte densité de la population. Face à ces défis, le gouvernement a prévu un montant de 427,3 milliards de naira, soit 800 millions d'euros pour le secteur de la santé en 2020. L'Afrique a eu du temps pour se préparer, pour faire face donc à cette éventuelle pandémie du coronavirus. Mais les experts préviennent que les systèmes de santé du continent pourraient être débordés. Au-delà de la Chine, le Covid-19 a frappé durement la Corée du Sud, l'Iran et l'Italie, avec des cas détectés dans des dizaines d'autres pays. Henry Richwell s'est intéressé à la préparation des pays africains pour faire face au coronavirus. Le récit est de Yacouba Ouedraogo. À l'aéroport de Dakar au Sénégal et dans les centres de transport à travers le continent, les autorités tentent de détecter et d'intercepter les personnes soupçonnées d'être atteintes du coronavirus. L'Organisation mondiale de la santé a averti qu'aucun pays ne peut supposer qu'il est à l'abri du virus. Ce virus
ne respecte pas les frontières. Il ne fait pas de distinction entre les races ou les ethnies. Il n'a aucune considération pour le PIB ou le niveau de développement d'un pays. Jusqu'à ce mois-ci, l'Institut Pasteur du Sénégal était l'un des 2 seuls laboratoires de recherche africains capables de tester le virus. S'il est détecté plus tôt, ce sera plus facile pour limiter sa propagation. En plus de cet institut, l'OMS affirme que plus de la moitié des pays subsahariens est maintenant équipé de laboratoires qui peuvent tester le virus. Les tests qui sont faits dans ces pays ne sont pas aussi complets que nous aimerions qu'ils soient. Mais le fait que nous ayons été en mesure de faire cela en relativement peu de temps, je pense, représente un progrès. Environ 80% des personnes atteintes du coronavirus n'ont que des symptômes bénins, ce qui signifie que la prévalence réelle est probablement sous-déclarée. La plupart des décès sont survenus chez des personnes ayant des problèmes de santé sous-jacents. Le Cameroun n'a pas encore enregistré de cas de coronavirus, mais le pays commence à ressentir les impacts de cette épidémie, notamment dans les activités commerciales, car le Cameroun est l'un des pays africains qui importe le plus en Chine. Sur le plan sanitaire, cette épidémie suscite inquiétude et peur parmi la population. C'est un reportage à Yaoundé d'Emmanuel Jultap. Nous sommes à Monteau-Aurore, à la lisière du quartier Briqueterie, lieu indiqué de vente des motos importées de Chine à Yaoundé. L'impact du coronavirus dans ce marché s'est traduit par une flambée des prix. Les importateurs ont aussi des prix qui vont de 420 000 à 470 000, la plus petite moto. La grosse moto qui quitte de 460 000 à 520 000, 530 000. Le volume des importations du Cameroun en Chine s'élève à plus de 878 milliards de francs CFA, selon le gouvernement camerounais. Les produits cosmétiques importés de Chine que l'on retrouve encore ici, au marché central, dans des boutiques. Mais il s'agit des stocks de l'an dernier. Si ça continue, il y aura l'inflation sur le marché et on ne sait pas ce qui peut se passer. Plus de 5 000 Chinois vivent au Cameroun. Aucun cas de coronavirus n'a été recensé au Cameroun. Mais les Camerounais redoutent les ravages que pourrait provoquer une telle épidémie. Ça risque de ravager parce que nous n'avons pas encore les moyens, la technologie, un peu comme la Chine. On ne pouvait pas imaginer que la Chine serait secouée, la Corée. Autant de morts, vraiment, c'est très effrayant. Et on n'a pas l'habitude de se laver les mains après soit usage de telle ou telle chose. Donc ça aura vraiment un impact. Et au niveau des transports, nos transports, nous sommes souvent collés, serrés là. Donc imagine qu'on voyage la sueur jusqu'à quelqu'un tousse un peu là. Face à la menace du coronavirus, le gouvernement camerounais a pris quelques mesures. Tout voyageur provenant de Chine doit aujourd'hui remplir une fiche sanitaire aux différents postes frontaliers du Cameroun. Également dans l'actualité ce soir, des hommes armés ont attaqué dans la nuit de jeudi à vendredi un poste de gendarmerie à Yendéré, dans l'ouest du Burkina Faso, près de la frontière ivoirienne. C'est ce que font savoir des responsables des services de sécurité qui attribuent l'attaque à des djihadistes. La vive réaction des éléments de ce poste a permis de repousser les assaillants dans les forêts environnantes, indique une source sécuritaire. En mars 2019, la gendarmerie de Yendéré, à moins de 10 km de la frontière ivoirienne, sur le principal axe routier qui relie la Côte d'Ivoire au Burkina Faso, avait déjà fait l'objet d'une attaque qui n'avait pas fait de victimes. En République démocratique du Congo, le chef du renseignement militaire Delphin Kahimbi, nommé à l'époque de l'ancien président Joseph Kabila, est décédé ce vendredi. C'est ce qu'a fait savoir son épouse qui évoque une crise cardiaque. Son décès a été confirmé par des sources militaires. M. Kahimbi était un des officiels congolais sous sanction de l'Union européenne. Et son décès intervient alors que l'ambassadeur des États-Unis à Kinshasa s'était félicité jeudi de l'annonce de sa suspension de son poste par des médias congolais. M. Kahimbi, on le disait, faisait partie des 12 officiels congolais toujours sous sanction de l'Union européenne pour des atteintes aux droits de l'homme et entraves aux élections dans les dernières années du régime Kabila.
Après la CEDEAO, c'est au tour de l'Union africaine d'annoncer sa décision de retirer ses observateurs en Guinée. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, s'est dit préoccupé par les récents développements préélectoraux en Guinée, caractérisés par la poursuite d'une forte controverse sur le fichier électoral et l'impossibilité du déploiement de la mission de bons offices composée des 4 chefs d'État de la CEDEAO. Le président Issoufou du Niger devait conduire la délégation de chefs d'État, mais leur homologue guinéen s'est opposé à leur venue. Les électeurs sont appelés dimanche à élire leurs députés et à se prononcer sur un nouveau projet de constitution. L'opposition appelle au boycott et promet de perturber la tenue de ce scrutin. Après l'Iowa, le New Hampshire et le Nevada, c'est au tour de la Caroline du Sud de voter samedi dans le cadre des primaires démocrates. L'ancien vice-président Joe Biden, qui n'a encore remporté aucune primaire, compte sur le soutien des Afro-Américains qui constituent la majorité des électeurs du Parti démocrate dans cet État pour se relancer dans la course. C'est un reportage de Khan Farabot avec le récit d'Abdouramandia. En Caroline du Sud, difficile d'échapper aux publicités et autres messages de campagne qui inondent les écrans de télévision. C'est partout, c'est sur les réseaux sociaux, c'est diffusé partout, c'est là, présent. Mais ce n'est pas ce qui empêchera Daryl Thompson de voter. Je veux quelqu'un qui veut battre le président Trump. Pour moi, c'est Bernie Sanders. Il a le vent en poupe. Le sénateur du Vermont, Bernie Sanders, un démocrate socialiste autoproclamé, est l'actuel favori à l'échelle nationale. Mais en Caroline du Sud, l'ancien vice-président Joe Biden a la faveur des pronostics. Je pense que certaines choses que Bernie Sanders dit ont suscité de l'intérêt chez certains, mais lorsque vous commencez à creuser, vous voyez que certaines de ces idées ne marcheront pas. C'est pourquoi nous avons besoin de Joe Biden. Joe Biden a été là, il sait comment cela fonctionne. Et en Caroline du Sud, Joe Biden mise sur le soutien de la communauté noire, mais il n'est pas le seul à compétir pour cette base du Parti démocrate. Le vote noir représente 50-60% de la force démocrate ici. Et ce sera la chose intéressante dans la primaire. Qui aura le vote noir? Chez les démocrates, le débat sur le profil du meilleur candidat se poursuit dans l'espoir de rester unis jusqu'en novembre face à Donald Trump. Le gouvernement afghan a envoyé à Doha une délégation de 6 personnes pour une première prise de contact avec les talibans. C'est ce qu'a fait savoir le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, un organisme gouvernemental. Une cérémonie de signature d'un accord historique entre Washington et les insurgés doit se dérouler samedi à Doha si la trêve partielle en cours depuis 6 jours en Afghanistan est respectée. Cet accord vise à un retrait graduel des troupes américaines en Afghanistan, un échange notamment de garanties sécuritaires et de l'ouverture d'un dialogue entre les insurgés et des représentants du gouvernement, de l'opposition et de la société civile. 20 militaires syriens ont été tués dans le nord-ouest de la Syrie dans des représailles menées par l'armée turque après la mort de 33 soldats turcs dans des raids attribués par Ankara à Damas. Pour éviter l'escalade, le Conseil de sécurité s'est réuni d'urgence ce vendredi. La nuit dernière, les premiers bombardements turcs ont visé des positions du régime syrien dans la province d'Idlib, tuant 16 soldats selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Ce vendredi, 4 militaires syriens ont été tués par des tirs d'artillerie turcs dans le nord-est de la province d'Alep. Des factions syriennes soutenues par des forces turques se trouvent dans ce secteur. Ankara a confirmé avoir riposté à des raids attribués à l'armée syrienne. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Tell them, say you there. Tell your neighbor, tell them, say you there. Tell them, say you there. This message n'a pas de bad model on them. Vous décidez pas. Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique. Voici les titres de cette seconde partie de votre journal. En culture, nous parlerons du concert de Fally Ipupa à Paris. Un concert qui fait monter la tension et qui mobilise les combattants et les réseaux sociaux. Nous irons à Kinshasa, en République démocratique du Congo, où la question du mariage préoccupe toujours autant les jeunes filles. Elles sont belles, gagnent très bien leur vie, mais souvent, elles sont célibataires. Anastasie Tudièche a rencontré certaines d'entre elles. Le week-end s'annonce riche en compétition africaine de football sur le continent. Yacouba Ouedraogo donnera les affiches des quarts de finale en Ligue des Champions et Coupe CAF. C'est vendredi et c'est l'heure de Culture Hebdo, un rendez-vous hebdomadaire avec Roger Mountou. Roger, bonsoir. L'actualité culturelle dominée par ces incidents signalés du côté de Lyon. Fally Ipupa devrait se produire ce soir à Lyon donc, mais la tension est déjà vive avant même le concert. Oui, la tension est vive, John. Depuis ce matin, on a vu des images, on a vu tout ce qui s'est passé ce matin. On a vu des images que nos amis nous ont envoyées sur Internet. On voit des incendies aussi partout à Paris, non loin de Bercy, où le concert doit se passer ce soir. Et c'est un concert, hein, John, vous l'avez dit aussi, qui a été boycotté par les combattants, comme ils se surnomment eux-mêmes, hein, des activistes radicaux, opposants farouches au régime de Joseph Kabila, l'ancien président de la République démocratique du Congo. Créé en 2006 au Royaume-Uni, ce groupe de militants de la diaspora est désormais dans plusieurs pays d'Europe. Ils empêchent systématiquement les concerts des chanteurs congolais pro-Kabila en Europe depuis plus de 10 ans. Ce débat divise les Congolais, John, en 12 ans, on doit le dire aussi ici, de carrière et 4 solo-albums. Celui qu'on surnomme l'Aigle collabore désormais avec des plus grands stars de la musique francophone comme Aya Kamura, Booba, K-Black ou encore NASA, tout en restant profondément ancré et investi dans la diaspora africaine. D'ailleurs, il a décidé de mettre sa notoriété, sa voix et son image au service des autres. Il a aussi décidé de reverser une partie de bénéfices de ce concert à la fondation du docteur Mukwege, l'homme qui répare les femmes au Congo et prix Nobel de la paix qui lutte contre les violences faites aux femmes. Nous allons, pour en savoir un peu plus, aller à Paris, où nous allons retrouver Kerwin Maïzo, qui vit non loin de Bercy. Kerwin, depuis hier, la police et le préfet avaient interdit des manifestations prévues contre le concert de Fally Ipupa à Paris. Les autorités craignaient ce débordement qu'on a tous suivi depuis ce matin. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement, Kerwin, qu'est-ce qui se passe en ce moment et quelle a été la décision finale pour ce concert, Kerwin? Bonjour Roger, bonjour John, merci pour votre invitation. La décision finale du préfet de police de la ville de Paris, donc hier, c'était l'interdiction de toute manifestation sur l'étendue de la ville de Paris, surtout en rapport avec ces concerts, et laquelle décision a fait l'objet d'un référé auprès du tribunal administratif. Et le juge administratif a rendu sa décision. Ce soir à 18h heure de Paris, une décision de rejet de la requête des combattants. Donc le préfet avait, selon le juge, raison d'interdire pour raison de sécurité toute manifestation à Paris, notamment dans le 12e arrondissement, où se trouve l'ex-salle
Omnisport qu'on appelait Palais Omnisport Paris-Bercy, qui aujourd'hui s'appelle Hôtel Accor Arena. Alors, Kerwin, les combattants, ce que je crois comprendre, c'est des anti-Kabila. Kabila n'est plus au pouvoir. Pourquoi ce mouvement se poursuit et pourquoi fragiliser la musique congolaise? Bon, pour les combattants, ils disent déjà qu'il n'y a pas eu alternance, c'est-à-dire que pour eux, Félix Tshisekedi n'est que le masque ou le gilet pare-balles de Joseph Kabila. Donc pour eux, il n'y a pas d'alternance. La raison qui avait présidé à l'interdiction de musique n'est pas encore partie, donc ils ne vont pas changer leur attitude tant qu'ils considèrent que les chanteurs sont des collabos qui participent à un système qui fait la part belle à ce qu'ils appellent occupation rwandaise au Congo. Donc, tant que les combattants considèrent que le régime actuel, c'est un régime d'occupation, c'est-à-dire que les dirigeants congolais ne sont que les missi dominis de Paul Kagame au Congo, ils continueront d'empêcher tout leader d'opinion d'exercer des activités publiques, c'est-à-dire les politiciens, les chanteurs, les comédiens. Et là, Kerwin, là, le concert est en cours en ce moment, de toutes les façons. Le concert est en cours en ce moment, c'est ça? Oui, le concert est en cours parce que la préfecture de police a pris des mesures pour rassurer, garantir la sécurité, c'est ça? Oui, pour garantir la sécurité. Merci, Kerwin. Donc, on a réussi à faire rentrer du monde dedans et les concerts commencent. C'était prévu de 20h30 à 23h. Merci beaucoup, Kerwin. Malheureusement, on n'a pas assez de temps, mais merci pour le temps que vous nous avez accordé. Merci, Kerwin. Merci. Un peu ça. Merci à vous, Roger. La kizomba, on reste en culture, est un genre musical et une danse populaire en Angola et dans les pays lusophones, créée entre les années 80 dans les régions situées autour de la capitale angolaise. La kizomba est associée aux célébrations et aux événements heureux. Pour en apprendre plus sur comment se laisser emporter par les rythmes sensuels de la kizomba, cap sur Luanda où des danseurs professionnels et des amateurs ont bien voulu partager leurs secrets. Dilidiko raconte. La kizomba veut dire fête en Kimbundu, l'une des langues officielles de l'Angola. Mais pour Gregorio Pires, un instructeur de danse à Luanda, la kizomba est bien plus qu'une célébration. Pour moi, la kizomba veut tout dire. Elle est aussi importante que ma patrie, l'Angola. Parfois, j'entends les gens dire que la kizomba n'est qu'un genre musical ou une danse. Mais bien au-delà de cela, c'est un art puissant, une identité qui distingue tous ceux qui la pratiquent et la ressentent. C'est un art qui donne vie et qui unifie les gens, indépendamment de leur race ou de l'endroit où ils sont nés. 40 ans après son apparition, la kizomba séduit les gens au-delà de l'Afrique. Elle a été popularisée sur les réseaux sociaux lors de compétitions et d'ateliers dédiés à la kizomba. Nombreux sont ceux qui veulent apprendre cette danse de couple qui ressemble à la salsa latine, mais avec des rythmes bien plus lents, plus doux et plus sensuels. Savio est un expatrié indien à Luanda. Pour lui, la kizomba est une excellente manière d'aller à la rencontre des Angolais. Vous savez, en tant qu'étranger, c'est super de pouvoir s'adapter à la culture angolaise. Les gens aiment voir que vous vous intégrez, c'est un signe de respect pour la culture du pays. Certains Angolais, comme la danseuse Marli Batista, pensent que la kizomba pourrait profiter à l'économie fragile du pays en stimulant le tourisme culturel. La kizomba pourrait avoir un impact positif sur le tourisme et sur notre économie parce que beaucoup d'étrangers voudraient apprendre à danser en Angola. Du coup, nous devrions en profiter et créer de meilleures conditions pour les recevoir ici. Le long de cette soirée, dans la baie humide et chaude de Luanda, les danseurs de kizomba vont onduler des hanches face à l'océan Atlantique. Et attention, si vous êtes célibataire, ceci peut vous intéresser. Et nous allons en République démocratique du Congo. Le pays connaît une économie fragile et tend à se moderniser. Les femmes y travaillent de plus en plus et donc gagnent très bien leur vie. Mais cette indépendance durement acquise impacte-t-elle la vision qu'ont les jeunes Congolaises du mariage? À Kinshasa, Anastasie Tudièche est allée à la rencontre de 2 jeunes femmes et leur a posé la question. Noéla Alubunda, 24 ans, est graphiste. Un métier où les femmes sont peu représentées en RDC.
C'est après avoir gagné un concours alors qu'elle était encore étudiante à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa que la jeune femme a eu ses premiers clients. Avec un tel engagement dans le développement de sa carrière, on pourrait imaginer que se marier ou fonder une famille soit tout à fait secondaire pour Noëlla. Il n'en est rien. En tout cas, le mariage pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est alors quelqu'un qui va vraiment me booster, aller très loin dans ce que je veux faire. Le carrière, c'est quelque chose de merveilleux, mais il ne faut pas oublier que le mariage, c'est aussi très important pour une femme surtout. Puis déjà, étant une Africaine, on a cette valeur, on a ça en nous. Jean Lumbala est thérapeute. Depuis plus de 10 ans, il accompagne des individus et des couples. Et pour lui, les jeunes femmes comme Noëlla sont la norme. Pour constituer un nouveau foyer, pour avoir un compagnon, pour avoir des enfants, parce que ça fait partie du système. Toutes les générations, j'aurais dit oui, dans le sens où, malheureusement, vous les femmes, vous êtes prises par les obligations biologiques. L'histoire des parents joue aussi un rôle dans le choix des femmes. Mira Dunoyer-Wagenende a grandi sans son père et par intermittence avec sa mère, ce qui, nous dit-elle, a influencé son rapport au couple. Je pense que si je n'étais pas chrétienne, je n'appuierais pas les mariages. Et ce qui m'énerve, c'est le fait que les mamans arrivent à un certain temps où elles disent « je reste avec mon mari pour mes enfants ». Moi, je ne voudrais pas vivre pour eux, je ne voudrais pas rester dans un truc où je ne suis plus heureuse, quoi. Qu'elles pensent comme Noëlla que le mariage est indispensable à leur bonheur ou qu'elles considèrent avec Mira qu'il est une option, le mariage reste un objectif pour une majorité écrasante de jeunes Congolaises que nous avons interrogées. Avec ce plus que leur grand-mère n'envisageait pas, leur épanouissement au sein de ce mariage doit faire partie du contrat. Anastasie Tudièche, VOA Afrique, Kinshasa. Et Yacoubae Ouedraogo est là pour les sports. Bonsoir. Bonsoir John et bonsoir à tous. Début des quarts de finale aller de la Ligue africaine des champions. Un match d'ouverture de ces quarts de finale aller donc ce soir. Le Zamalek d'Égypte a battu l'Espérance de Tunis, double vainqueur de la compétition, 3-1 au Caire. La deuxième rencontre de la soirée oppose présentement le Raja Athletic Club et le tout-puissant Mazembe à Casablanca. C'est la mi-temps et le score est de 1-0 pour le Raja. La suite, c'est pour demain avec d'un côté Al Alima Melody Sundowns et de l'autre Wydad Athletic Club, étoile du Sahel. En Coupe CAF, le Oroya de la Guinée est au Nigeria pour y affronter Enimba. Le champion de Guinée se plaint de son hôte qui lui a offert un complexe scolaire dépourvu de pelouse comme terrain d'entraînement. Le match aura lieu dimanche, tout comme les autres rencontres de ces cas. Zanaco de la Zambie reçoit Pyramide FC d'Égypte. Les Marocains d'Assène Agadi font face à Al Nasr Benghazi et les autres Marocains de la Renaissance sportive de Berkane se déplacent en Égypte pour y affronter Al Masri. Week-end décisif pour le FC Barcelone et le Real Madrid en Europe. Les clubs ennemis s'affrontent ce dimanche au stade Santiago Bernabéu pour le Classico retour. À l'aller en décembre, on se rappelle, au Camp Nou, le Barça et le Real se sont neutralisés 0-0. Le FC Barcelone s'est requinqué par son écrasant 5-0 contre Aïba le week-end dernier, avant son match nul 1-1 à Naples mardi. Voilà, c'est tout pour les sports. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Et c'est tout pour ce journal. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.